Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à ce petit déjeuner sur l'agile, l'entreprise agile. Octo, nous avons fait notre premier projet agile en 2013, donc ça fait maintenant plus de 10 ans. 2003 évidemment, ça fait maintenant plus de 10 ans. C'est une méthode qui nous a beaucoup séduit à tel point que maintenant, quand on fait un projet, on travaille exclusivement en agile. Enfin, on essaye parce qu'on n'y arrive pas tous les jours quand même. Toutes les fois en tout cas. Et en fait, il y a à peu près 50% de notre activité aujourd'hui qui relève peu ou prou de l'agile, que ce soit de l'expertise, de l'accompagnement ou de delivery sur des projets agiles. Depuis 10 ans, malgré tout, les choses ont changé. Il y a 10 ans, l'agile était assez marginal. Maintenant, c'est devenu une méthode assez universellement utilisée. Il y a des stats récentes qui disent que aux États-Unis, 76% des entreprises utilisent de l'agile. Alors, c'est des sondages souvent, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais ça montre à quel point l'agile s'est démocratisé pendant toute cette période-là. Avec quand même un sujet important, qui est que faire un coup agile, réussir un projet agile, c'est facile. Être une véritable entreprise agile, c'est plus compliqué, parce que très rapidement, on se rend compte qu'on touche les silos de l'entreprise. Et donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être précisément de voir comment on dépasse cet enjeu de silos. Et donc nous aurons deux moments dans cette matinée. Un premier moment avec une présentation sur les enjeux de l'entreprise agile et comment on y va. Et ensuite une table ronde. Et nous allons commencer par la présentation. Bonjour à tous. Je m'appelle Hervé Lourdin, ça fait plusieurs années maintenant que je suis chez Octo et donc j'accompagne des clients dans la réalisation de leurs projets agiles et plus récemment dans leur exercice de déploiement de l'agile à plus large échelle en entreprise. C'est un peu sur ces retours d'expérience-là que je vais me baser pour cette présentation. On a appelé cette présentation vers l'entreprise agile. Alors, ça aurait été assez prétentieux de dire c'est sûr, on sait ce que c'est l'entreprise agile, c'est facile, on a une formule, on vous la donnera à la fin dans les petites bannettes. Non, en fait, on l'a pas. Par contre, on pense que c'est un voyage avec une destination cible et on essaie en tout cas de s'y diriger. Donc ça va vraiment être l'objectif de cette présentation. Donc dans un premier temps, on va regarder ce que c'est que cette entreprise agile, puis les piliers qui la définissent, les parcourir, voir un petit peu les pratiques et enjeux qui nous apparaissent primordiaux. Et enfin, on parlera un petit peu de nos retours d'expérience et des conseils qu'on peut vous donner sur comment y aller, comment essayer de structurer sa démarche vers l'entreprise agile. Alors hier avec Ludovic on s'est risqué à une définition sur l'entreprise agile parce que forcément quand on cherche à entreprise agile dans le dictionnaire il n'y a à peu près rien pour l'instant. Et la première définition qu'on a trouvée c'est la suivante. Et voilà, une entreprise agile pour nous c'est une entreprise dont la capacité d'adaptation est une source d'efficacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement c'est une entreprise qui est capable d'accepter le changement qui l'entoure, cet écosystème qui bouge beaucoup, de l'accepter, de l'intégrer et puis d'y réagir en essayant de s'améliorer de manière relativement continue. Donc voilà, c'est la définition qu'on vous propose. On essaiera peut-être de l'adapter dans le temps, on est preneur de feedback. On pense qu'une entreprise agile, c'est ça. Alors il y a une deuxième question qui vient derrière, assez rapidement. Oui, mais l'entreprise agile, est-ce que c'est pour moi? Alors deuxième question à laquelle on essaie de répondre. Bon, il y a cette pyramide, vous avez peut-être déjà dû voir ce genre de choses-là dans des slides de consultants, on ne va pas couper à la règle. Pour nous, il y a trois grandes typologies en fait, d'usage de l'informatique. Il y a l'informatique comme une fonction support, donc bon, finalement, vous avez besoin de cette informatique, il faut vous connecter à Internet, envoyer des mails, éventuellement faire gérer votre logistique, que sais-je, mais finalement, c'est une commodité, c'est pas votre cœur de métier. Pour cette catégorie-là, en fait, d'entreprise, on pense que c'est pas forcément l'entreprise agile n'est pas une nécessité pour vous. En revanche, si vous êtes ici, c'est-à-dire entre ces deux mondes-là, le premier monde, c'est celui où l'informatique est clé pour votre entreprise et constitue un facteur de différenciation. Donc en fait, vous savez pas vraiment faire votre métier sans l'informatique, mais c'est pas votre cœur de métier. Votre produit n'est pas l'informatique. Ou alors, pour d'autres players, votre produit, votre service, c'est de l'informatique, c'est l'informatique en tant que telle. Si vous êtes dans ces deux catégories-là, et a fortiori encore plus dans la dernière, l'entreprise agile est probablement une destination qui va devenir très importante, voire primordiale pour vous. Et on vous invite en tout cas à regarder les panneaux sérieusement. Voilà, donc en tout cas, voilà à qui on pense que cela s'adresse. On s'est essayé également à distinguer en fait les grands piliers fondateurs de ce que c'est une entreprise agile. Sur quoi repose-t-elle finalement? On a identifié 4 piliers.
les pratiques d'ingénierie, l'ingénierie logicielle, les process et les méthodologies nécessaires à cela, qui la sous-tendent, le product management, et enfin le dernier, l'organisation. On pense qu'une entreprise agile aujourd'hui repose sur ces 4 piliers-là. Je vous propose du coup, pendant cette présentation, de balayer ces 4 piliers et de voir pour chacun de ces piliers les enjeux majeurs à adresser. Alors il y en a un premier qui est celui de l'ingénierie logicielle. On ne va pas passer énormément de temps sur ce sujet parce que beaucoup de conférences et de sessions ont déjà été faites à ce propos. Voilà, les grands mots qui sont derrière les pratiques d'ingénierie logicielle dans le monde agile, vous les connaissez. Vous avez entendu parler de DevOps, développement mené par les tests, refactoring, la capacité à faire de la revue de code, du binomage, être dans une dynamique d'amélioration continue. C'est tout ce que vous avez pu entendre autour de Scrum, XP, Agile, ces pratiques-là. De notre point de vue, elles sont essentielles. Vous ne pourrez pas déployer l'agile à large échelle, à l'échelle de votre entreprise, si vous n'avez pas un minimum de maîtrise sur ces pratiques-là. Et si je devais en retenir 2 essentielles, ce sont les suivantes. Je pense qu'il y a 2 pratiques qui sont fondamentales pour déployer l'agile dans une entreprise, en tout cas à l'échelle de l'entreprise globale. C'est l'intégration continue et le développement mené par les tests. On parlera de TDD pour la partie développeur, test automatisé développeur, et ATDD pour les acceptance test driven development. Donc c'est-à-dire une démarche menée par les tests, mais les tests fonctionnels, les tests de recettes. De notre point de vue aujourd'hui, si vous ne possédez pas ces 2 pratiques, si vous ne les maîtrisez pas, vous allez au-devant de gros problèmes si vous voulez aller vers une démarche de déploiement de l'agile à l'échelle de votre entreprise. Pourquoi ? Pour une raison assez simple. Déployer l'agile à large échelle, ça veut dire globalement insuffler un pouls un petit peu plus rapide à l'échelle de l'entreprise. Le cœur de l'entreprise va battre plus vite puisqu'on va créer des boucles de feedback plus fréquentes. On va livrer plus fréquemment du logiciel. On va faire des projets pour lesquels on va livrer des incréments très très fréquents dans l'objectif d'apprendre et d'améliorer la qualité du produit qu'on construit. Et si vous n'êtes pas capable d'intégrer en continu chacun de vos développements, et encore plus important, de tester automatiquement que vous n'êtes pas en train d'introduire une régression, alors en fait vous allez aller, nous on appelle ça l'effet cocotte minute, c'est assez simple, vous allez vraiment accélérer, mais au bout d'un moment tout explosera. Et ça on l'a vécu sur des projets, c'est pas un moment agréable à vivre parce que vous avez le sentiment que beaucoup de choses sont en train de se passer autour de vous. D'ailleurs l'organisation change, les pratiques changent, la méthodologie change, l'ensemble des corps de métier commence à spécifier plus vite, plus petit, goûte à ce bénéfice de l'agile qui est de vous apporter du feedback plus fréquemment. Mais au bout d'un moment, en fait, quand on commence à vouloir vraiment réaliser le logiciel, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on introduit une nouvelle fonctionnalité, eh bien une autre commence à régresser dans un coin. Et ça, c'est vraiment dramatique. Donc si je devais vous donner un seul conseil maintenant, si vous ne maîtrisez pas encore ces sujets-là, investissez lourdement sur les sujets de l'intégration continue et lourdement sur les sujets du développement mené par les tests. Si vous ne maîtrisez pas ces 2 pratiques dans l'entreprise, alors vous ne pourrez pas déployer plus largement qu'à un seul projet. Deuxième gros pilier, les process. Finalement, l'agile, c'est beaucoup de process. En tout cas, c'est la première chose qu'on voit au tout début. Et vous avez entendu parler, voilà, il y a plein de goûts agiles différents dans la nature. Voilà, on a entendu parler du goût Scrum, du goût Kanban, XP, Crystal, DSDM, FDD. Enfin, il y a plein de buzzwords incroyables mais vrais. Bon, la bataille a été gagnée globalement. Hein, on arrête de parler des derniers mots dont je vous parlais. Ceux qui sont les plus connus sont Scrum et Kanban. Et XP aujourd'hui, c'est même pas un sujet, c'est un corpus de pratiques d'ingénierie logicielle et il est intégré dans la plupart des déploiements de l'agile en entreprise, en tout cas sur des projets. XP pour information, c'est réellement les corpus de pratiques que je mentionnais juste avant. En fait, c'est les fondamentaux. Si vous ne faites pas d'XP, vous allez avoir du mal. Vous ne posséderez pas les bonnes pratiques d'artisanat logiciel. Donc aujourd'hui, voilà, Scrum, Kanban sont les 2 méthodes les plus connues dans les projets. Ce qu'on voit en fait aujourd'hui arriver, donc de la même manière qu'on a un corpus méthodologique pour accompagner un projet dans un mode agile, on voit apparaître des frameworks de déploiement de l'agile à large échelle. Alors, de la même manière, on voit commencer à émerger différents goûts et des goûts qui sont un petit peu plus connus que d'autres. Autour de nous, moi j'en ai recensé 3 particulièrement. Un premier qui s'appelle Less, un second qui s'appelle DAD et un troisième qui s'appelle Safe. Donc vous avez vu, tout le monde a un goût assez prononcé pour les acronymes fun. Les 2 premiers, on ne va pas en parler beaucoup, sont assez intéressants. Notamment, je vous conseille vraiment de lire ce qu'a écrit Craig Larman avec son compère Wood sur ce Large Scale Scrum. Ils ont écrit 2 bouquins qui sont vraiment intéressants en termes de pratique.
très focalisés sur des projets et ou gros projets. Donc eux, ils vont se concentrer sur qu'est-ce qui se passe quand mon projet devient gros, comment il faut que je m'organise, quel type d'outils de synchronisation et de process je dois mettre en place pour réussir mon gros projet. Ils vont assez peu parler de ce qui se passe en termes de déploiement dans l'entreprise. De la même manière, DAD, un petit peu moins connu, c'est en fait c'est Scott Ambler qui est un consultant ex-IBM qui a été assez impliqué là-dedans. C'est très connoté UP. Voilà, c'est vraiment une méthode pour structurer des gros projets. Celui sur lequel on va plutôt se concentrer, c'est le dernier qui s'appelle SAFE. Donc SAFE, alors c'est bien parce que quand l'Agile a commencé, on a eu un corpus méthodologique qui s'appelle XP pour Extreme Programming. Autant vous dire que dans les entreprises, ça a fait du bruit. Tout le monde a dit non mais moi je ferai jamais de trucs extrêmes dans ma boîte, tu arrêtes tout de suite avec ça. Là on dit SAFE, ça va, ça rassure. Donc SAFE pourquoi? SAFE pour Scaled Agile Framework. Donc la personne qui a écrit ça, qui fait la promotion de ce framework, s'appelle Dean Leffingwell. Il a écrit deux bouquins, mais surtout il a commis quelque chose d'assez viral. Il a fait une big picture et il en a fait un site. Finalement aujourd'hui, son 3e livre, c'est un site web un peu interactif, je vous invite à y aller. www.scaleagileframework.com, vous trouverez assez facilement. Et en fait c'est ça, sa méthode, c'est cette big picture. Bon, on n'a pas le sentiment que c'est quelque chose qui révolutionne l'industrie, hein, mais on pense que ce framework a l'intérêt de poser des bonnes questions et du coup de vous guider, c'est un peu ce qu'on attend d'un cadre de travail, d'un framework, mais dans le déploiement de votre agile dans l'entreprise. Alors, vous allez voir, il réinvente pas l'eau chaude, quoi. Ça doit vous dire un truc, hein. Bon, bah dans framework, si je devais retenir quelque chose d'assez dans le framework de SAFE, je retiendrais ça. C'est ces 3 couches en fait. Le framework introduit ça, la vue projet, programme et portfolio. Donc, je pense que les plus PMBOK d'entre vous devraient connaître ce genre de choses-là. Vous avez déjà dû croiser en tout cas ce genre de découpage. Et finalement, je trouve que c'est la force de ce framework, c'est-à-dire qu'il réintroduit ces questions-là qui sont comment je gère un projet, comment je gère un programme ou un gros groupe de projets et comment je gère un portefeuille d'investissement de programmes dans mon entreprise. Donc ça va se décliner sous 3 couches dans SAFE. Qui vont être la première, alors dans SAFE on parlera plutôt de couche équipe, moins que de couche projet, mais on est en train de parler de cela. Ensuite, deuxième étage de la fusée, la couche programme et la couche portfolio. Ce que je vous propose, c'est de balayer rapidement ces 3 couches-là. Encore une fois, c'est assez fouillé, vous verrez, vous pouvez passer une journée à cliquer sur tous les éléments de cette big picture. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser aux questions que ça soulève, hein. Il n'y a pas de formule magique, encore une fois, dans ce process. C'est devenu une école de formation. Donc, alors voilà, ça c'est le côté un petit peu, il y a des licences autour de ça, il faut se former à SAFE. Bon, moi, je pense pas que ça soit un passage obligé. Ça permet juste de se poser des bonnes questions. Et si vous appliquez tout ce qu'il y a dans le bouquin, globalement, vous créez un truc assez bureaucratique. Mais ça vaut le coup d'être creusé et d'utiliser ça comme support. La vue équipe, on va pas beaucoup passer de temps sur ce sujet-là. Finalement, c'est ce que vous avez peut-être déjà vécu à l'intérieur d'un projet. Donc, cette vue équipe, elle dit quoi? Elle dit j'ai une équipe agile, il y a un product owner, il y a un scrum master, il y a des développeurs et éventuellement des testeurs. J'ai un backlog et puis je développe en cadence. Donc, voilà, toutes les X semaines, je vais réaliser un ensemble de fonctionnalités dans un état donné pour avoir du feedback. Et je partage ce backlog avec mon équipe. Voilà ce que dit la vue équipe. Elle est assez peu prescriptive, hein. Vous pouvez faire du Scrum ou du Kanban, peu importe. Scrum est un peu plus privilégié, notamment parce que Scrum va préserver ce côté cadence qui est, quand on déploie en entreprise, un élément assez important. C'est-à-dire que la logique de flux poussée par Kanban est intéressante, mais Scrum garde toujours ce petit battement. Il y a quelqu'un qui claque des doigts régulièrement et qui dit toutes les 2 semaines on va livrer un truc, quoi. À la vue programme, là il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que c'est vraiment un élément très très important du framework. Donc la vue programme, elle dit 2 choses. Elle dit voilà, on continue à développer en cadence et par contre on va livrer à la demande. Donc c'est-à-dire on va toujours se mettre un rythme, il va y avoir une pulsation à l'échelle de l'entreprise ou de mon programme, mon groupe de projet qu'on va définir. Donc en début de projet, on va essayer un peu d'étudier. Bon, globalement, la pratique nous amène à penser que 2 semaines, c'est à peu près la meilleure taille d'itération. En tout cas, si vous voulez aller plus loin que les 2 semaines, c'est-à-dire 3 semaines, posez-vous vraiment la question de savoir pourquoi vous le faites. Ça nous apparaît assez dangereux. La conséquence étant que vous attendrez 3 semaines avant d'avoir un premier feedback et donc 6 semaines avant de pouvoir introduire et constater les modifications de ce feedback. Donc 2, c'est mieux. Donc le groupe de projet, le programme, va battre à un rythme commun. Donc tout le monde va connaître ce rythme-là et c'est vraiment ce qui amène finalement, moi je trouve ce qui est intéressant dans SAFE et dans sa vue programme. Et il va appeler ça le Agile Release Train. Alors comme ils aiment beaucoup les acronymes un peu marrants, ça donne ART, A-R-T, voilà.
ART pour Agile Release Train. Et ce train, en fait, il va avoir une mission très simple. Il va passer toutes les 2 semaines, par exemple. Et si vous avez quelque chose si en tant qu'équipe, vous avez quelque chose à mettre dans le train, ben vous le mettez, sinon vous attendez les 2 semaines suivantes et vous le chargerez la prochaine fois, quoi. Donc c'est extrêmement important parce que là où avant on se disait je livre tous les 2 mois, si maintenant il y a un train qui passe toutes les 2 semaines, ben vous dites ok, peut-être je peux louper celui-là, mais au moins j'aurai le prochain et c'est pas anxiogène. Et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. Aujourd'hui dans l'entreprise, vous livrez peut-être 3 fois par an, c'est bien, mais ça génère des comportements assez déviants. C'est-à-dire que si vous loupez le train numéro 1, vous dites j'en ai pour 4 mois encore ou 5 mois à attendre avant de pouvoir monter dans le suivant, quoi. Et ça c'est assez anxiogène parce que du coup on veut charger un maximum la mule pour pouvoir être sûr de livrer quelque chose dans le train qui passera, et on a des specs qui deviennent complètement démesurés, qu'on n'arrivera pas forcément à réaliser. Enfin voilà, ça génère beaucoup de stress autour du projet. Si soudainement on vous dit non mais t'inquiète pas, en fait il y a un train, il passe toutes les 2 semaines et tu pourras y aller, quoi. Tu pourras charger si t'as quelque chose, et si tu le loupes, tu l'auras dans 1 mois en fait finalement. Et ça c'est un point vraiment vraiment important, ça devient l'ossature du projet. Ce que va introduire également en fait la vue programme, c'est un certain nombre d'acteurs qui vont créer du lien entre les équipes. Donc vous l'aurez compris, je suis dans une vue programme, donc j'ai un projet qui va être supérieur à une équipe potentiellement, et il va falloir que je les coordonne. Pour les coordonner, j'ai des nouveaux rôles qui vont apparaître. Là où j'avais des product owners dans les équipes, je vais avoir un rôle de type product manager qui va commencer à se poser d'autres typologies de questions et coordonner l'équipe sur les enjeux fonctionnels. De la même manière, je vais avoir des architectes qui vont arriver. Je vais avoir des ops qui vont jouer le rôle de coordinateur DevOps dans le projet. Et bien entendu aussi, un rôle super important, un gestionnaire de release. Donc le release manager, c'est un job qui est extrêmement important parce qu'il va créer du lien et s'assurer que tout le monde qui est monté dans le train, qu'est-ce qui est monté dans le train, qu'est-ce que du coup on va construire quand on devra livrer. C'est ce qu'introduit cette vue-là. Et cette vue-là, elle introduit quelque chose qu'on fait pas beaucoup dans des projets agiles, parce que souvent on fait notre projet agile, on est simple équipe, on fait un kick-off, on fait une roadmap. Bon, on a une vue sur le backlog à plus ou moins long terme, et puis on commence à développer, quoi. Et on vérifie qu'on est bel et bien en train d'avancer. Mais si on est dans une vue projet, c'est-à-dire avec un départ à une fin bornée dans le temps, on va juste dépiler son backlog, puis quand il est fini, le projet est terminé. Quand on rentre dans ce type de vue-là, sur des projets beaucoup plus gros ou beaucoup plus longs, en fait, on va s'apercevoir que notre roadmap, notre backlog va devenir un élément à mettre à jour. Et mettre à jour sa roadmap, c'est pas aussi simple que mettre à jour son backlog d'itération, quoi. Donc il va falloir maintenir un nouvel artefact qui est une espèce de vue agrégée des différents backlogs d'équipe qui va vous donner une info sur l'avancement. Donc c'est un des exercices qu'on a mené chez un de nos clients. Je vais vous montrer un vrai board de la vraie vie. Je pense que le client se reconnaîtra dans la salle. Où en fait on a commencé à structurer par du papier, parce que c'est assez fédérateur, la roadmap et donc ce backlog programme qu'on avait sur place. Donc l'objectif était assez simple, identifier par grande colonne en fait les équipes qui travaillaient les unes à côté des autres. Là on en voit 3, dans les faits il y en avait 7, et donc il y avait 2 tableaux en fait. Et ici on était capable de voir à un instant T tout ce qui était dans les tuyaux. Alors ici sur ce tableau là on ne voyait pas des user stories, on voyait des tâches de 3 grandes tailles. Les épiques, ou appelées features, alors les agilistes se sont pas encore trop mis d'accord sur comment on appelait une grosse user story, donc vous trouvez plein de noms différents dans la littérature, des features, des épiques, donc des épopées pour des grosses histoires. Peu importe, en tout cas ici vous avez quelque chose qui est un élément réalisable. C'est quelque chose qui va vous parler d'un point de vue release. Ça je vais le mettre dans ma livraison. Rappelez-vous, tout à l'heure on a dit on développe en cadence et on release à la demande. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous êtes en train de rentrer dans une boucle de feedback sur votre projet, vous allez envoyer en production ce que vous faites. C'est possible, si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous livrez toutes les 2 semaines tout ce qu'il y a dans vos tuyaux. Mais l'objectif premier, c'est d'avoir déjà du feedback et ensuite de décider de livrer. Donc là, on voit des éléments de livraison. Et il y a 3 grosses natures. Des éléments fonctionnels, la majorité, vous le voyez, c'est plutôt jaune. Des éléments de design, c'est plutôt quand il faut rattraper des éléments de site sur du design parce qu'on a introduit un nouveau paradigme d'interaction sur une fonctionnalité. Parfois on avait besoin d'introduire le fait qu'on allait rattraper ça dans l'ensemble du site. Et puis dernier élément, la partie technique. J'insiste 2 secondes sur la partie technique. En fait, il faut vraiment mener l'exercice de faire apparaître clairement les tâches, les projets techniques majeurs que vous introduisez dans les tuyaux. Oui, en agile,
on devrait toujours faire quelque chose qui apporte de la valeur à l'utilisateur et donc essentiellement des fonctionnalités. Donc généralement on dit les tâches techniques, les développeurs peuvent les faire apparaître sur leur tableau au travers de post-it s'ils veulent suivre leur développement, mais globalement ça m'intéresse pas moi en tant que product owner de voir les tâches techniques, je veux voir des choses qui apportent de la valeur fonctionnelle. Mais à cette échelle-là, en fait, on est en train de parler parfois de chantiers de fond qui sont nécessaires à ce que l'entreprise fonctionne bien. Je vais donner un exemple. Si demain vous voulez faire une migration je sais pas, de votre base de données relationnelle vers du big data, ça serait globalement mieux que vous fassiez apparaître ça sous forme de projet et ou de grosses fonctionnalités techniques, parce que ça va occuper une partie de la bande passante et que ça va avoir un impact au-delà d'un seul projet fonctionnel. Et en fait, la deuxième chose que ça apporte, c'est que ça y est, vous commencez à avoir fait apparaître un débat entre les product managers et la direction technique qui vont échanger entre eux, ou la DSI, qui vont échanger entre eux en disant voilà, on est raisonnable, hein, on va charger que peut-être 1/10 du backlog avec des éléments d'ordre technique, mais ils sont primordiaux si on veut pouvoir avancer, c'est des chantiers de fond. Et vous devez avoir cette négociation de manière ouverte. Il nous est déjà arrivé dans des projets en fait que parfois les backlogs soient uniquement remplis de choses fonctionnelles et du coup la direction technique souffrait soit de ne plus pouvoir gérer des chantiers de fond nécessaires à ce que tout cela fonctionne, parce que parfois elle ne pouvait pas les embarquer dans une story, trop disruptif dans les travaux à mener. Ou alors, pire, comme elle ne pouvait pas vraiment le négocier ouvertement, elle se gardait un petit frigo dans un coin et puis elle faisait ses chantiers de fond. Ce que beaucoup de gens font finalement, mais ce que je vous déconseille de faire, parce que l'idée de l'agile est réellement de commencer à ouvrir complètement en fait, les backlogs et de dire voilà, il y a une partie de notre backlog qu'on va consacrer à des investissements techniques nécessaires. Il faut que tout le monde soit éveillé à ça. Donc, si je continue, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en fait sur ce tableau de roadmap? Donc, c'est ce backlog agrégé de grosses fonctionnalités. Mais en fait, en ligne, il y avait du temps. Et donc, du coup, on était capable de dire, voilà, nous, on release. Alors, en l'occurrence, ici, on réalisait toutes les 2 semaines. Et la première ligne était les 2 premières semaines d'avril, la seconde, les 2 secondes, etc. Et donc, du coup, on était capable d'avoir une vue à un instant T assez correct sur J plus 2 mois. Le 3e mois, ça ressemblait à un truc vrai, mais on savait que ça bougerait peut-être un petit peu. Le 4e, c'était quand même plus incertain. Mais on avait une vue fonctionnelle mise à jour toutes les semaines. Donc toutes les semaines, l'équipe se réunissait. Alors l'équipe, c'était quoi? Mais c'était l'intégralité des product managers de chacun des projets. Donc l'équipe se rassemble, fait un update de ce qu'il y a dans son backlog. Donc vous avez bien compris qu'on n'est pas dans un backlog de user story, on a un grain un petit peu plus gros. Et donc le met à jour. Ça, à la fin, ça prenait entre une demi-heure et 3/4 d'heure grand maximum, hyper rythmé, et les product managers échangeaient entre eux. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir cette vue-là et d'être capable de savoir ce qui va arriver à ce niveau de granularité dans les tuyaux si vous voulez passer dans une vision agile plus grosse qu'un simple projet à une équipe, quoi. Fatalement, on n'a pas coupé à faire ça sous une forme électronique, ça vous donne une idée de ce que ça a pu donner. Pourquoi? Parce que équipe distribuée, au bout d'un moment, vous voulez un petit peu pouvoir gagner en souplesse. Mais le board est resté, je ne sais pas s'il est encore en place aujourd'hui, mais je crois que oui. On me fait oui dans l'assistance. Mais l'équipe a vraiment toujours utilisé ça. Il y avait des salles un petit peu... comment dire, dans le rituel, voilà, on savait que quand on se retrouverait ici, on allait parler roadmap, on allait faire un point relativement clair sur ce qui allait arriver dans les tuyaux dans les mois à venir, quoi. Dernier point, la vue portfolio, la vue portefeuille. Donc cette vue-là, elle est primordiale. Pourquoi? Parce que en fait, jusqu'à aujourd'hui, quand on fait des projets en mode agile, les bénéficiaires assez immédiats sont qui en fait? Sont les développeurs, les chefs de projet, les responsables les directeurs de projet et ou de programme. Mais finalement, l'agilité, c'était une nouvelle potion magique pour mieux faire des projets. Et en fait, l'agile avait jamais encore été très prégnant à l'échelle de la direction, en fait, à l'échelle des execs ou du top management. C'était un truc dont quelqu'un nous avait dit qu'a priori, quand on les faisait comme ça, ces projets, on avait plus de chances de mieux les réussir. Mais l'agilité à l'échelle d'un comité de direction ou d'un codir n'avait pas vraiment d'émanation très très claire. Ce que la vue portefeuille va amener, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, on va se dire, et si finalement, on gérait notre budget, notre portefeuille d'investissement dans un modèle agile? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va gérer notre encours, avoir une to-do, qu'on va regarder les projets qu'on introduit dans les backlogs et on va pouvoir décider quelle est la priorité à un instant T, probablement déscoper un projet quand on pense qu'il y a une nouvelle opportunité business à introduire. Bref, on va commencer à introduire un process agile à l'échelle des budgets. Et ce budget, au lieu de le faire une fois dans l'année, on va le faire plus fréquemment. Nous, on pense qu'il faut le faire au moins sur un exercice trimestriel. C'est une bonne question à se poser. Et puis, plus on le fait souvent, moins ça fait mal. Donc c'est vraiment l'idée de ce portefeuille. Et ce portefeuille, il va dire la même chose que je mentionnais tout à l'heure,
2 grosses typologies d'activités. Donc dans Safe, on appelle ça des épiques, des business épiques, donc des gros chantiers fonctionnels, des programmes, et on va dire aussi des architectural épiques. Donc typiquement, mon entreprise qui sait que cette année elle va faire son shift sur Big Data et que ça va être assez disruptif et qu'on ne passera pas d'une techno relationnelle vers du NoSQL comme ça et qu'il faut le gérer, ben on le mettra là-dedans. C'est ce qui est caractérisé par ces petits points rouges. Alors vous l'avez bien vu, on n'est pas démesuré, on ne fait pas que du rouge, on ne fait pas que de la technique, parce que vous êtes une IT compagnie peut-être, mais pas une entreprise qui fait juste du bel ouvrage pour rien. Non, on fait une features pour du métier, pour servir un business model, mais il est important d'introduire des chantiers techniques à l'intérieur de ce backlog. Et ça de manière ouverte, pour pouvoir vraiment avoir un trade-off entre les différents directeurs et dire ok, cette année il faut qu'on le fasse, ça. Si on ne le met pas là, on va au-devant de tel type de problème, etc., etc. Et ça, finalement, ça va être l'organe qui va décider des gros investissements. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme je suis dans un modèle où en fait j'ai des équipes plutôt orientées produits plutôt que projet. Donc c'est des équipes au niveau team level qui vont être relativement fixes dans le temps. Elles vont avoir la charge d'un périmètre fonctionnel. Et dans leur backlog, qu'est-ce qu'il va y avoir? Va y avoir une certaine partie, alors admettons 50% de leur backlog va être consacré à un maintien en condition opérationnelle de leur projet, de leurs produits. Et ils vont avoir une autre partie de leur backlog qui va être impactée par ce qui est décidé dans la gestion du portefeuille. Donc on va plutôt gérer les gros investissements majeurs ici et les petites améliorations, corrections d'anomalies, nouvelles petites fonctionnalités qui ne sont pas très très impactantes. Les équipes vont gérer ça eux-mêmes et elles sont complètement autonomes pour le faire. Comment est-ce qu'on va faire à l'intérieur de ce comité de gestion du portefeuille? On va faire comme on fait en Agile finalement, classique dans un projet. On va prendre un petit tableau, on va définir un process. Donc là par exemple on en propose un qui est de dire voilà, ici je vais lister l'ensemble des propositions de fonctionnalités que j'ai en tête. Alors pardon, pas fonctionnalités d'investissement, donc plutôt on est dans des programmes ou des très gros projets quoi. Je vais avoir une queue priorisée, c'est-à-dire je vais me poser régulièrement la question, c'est quoi les choses les plus importantes que je voudrais faire dans les prochains trimestres, semestres, dans cette année. Je vais les analyser. Donc là, vous avez compris, j'ai juste eu en gros une idée un peu formalisée, et à un moment donné, je vais faire ce fameux cadrage. Je vais cadrer mon projet. Qu'est-ce que c'est ce projet? Est-ce qu'il va être dur à faire? Est-ce que quelles sont les attentes financières que j'en ai? Est-ce que ça va être très disruptif ou pas pour mon IT? Voilà, c'est les questions qu'on va se poser. Donc on va le lire de gauche à droite. Et si on regarde, donc voilà, au début je vais proposer une idée, je vais la prioriser avec mon comité, et ça je vais essayer de le faire fréquemment. Ensuite je vais décider de faire une analyse. Alors ça peut porter plein de noms, un cadrage, vous verrez, il y a dans la littérature, vous entendez parler parfois de Project Inception Deck, de la jargonite, tout ça pour dire un dossier de cadrage qui va être à 360 degrés, qui va essayer d'évaluer les enjeux techniques, fonctionnels, organisationnels, et j'en oublie un. Pardon ? Économique. Donc en tout cas avoir une vue la plus globale possible sur ce projet. Pourquoi ? Pour pouvoir décider si oui ou non je vais l'envoyer dans les tuyaux d'implémentation. Et donc du coup très important, à chaque fois je dois me poser la question, en fait c'est une fausse bonne idée ? Ouais, je la jette. Je priorise, bon, non mais finalement ça je la jette. Je vais garder qu'un volume limité de choses dans mon backlog pour pas me perturber l'esprit avec les projets que j'ai envie de faire cette année. Ce cadrage là, il a abouti à une idée, à une conclusion. Intéressant, mais franchement beaucoup trop cher à faire aujourd'hui. On pensait que ça allait être faisable, etc. Mais ça va nous coûter trop d'argent. Jetez-le. C'est important de dire, ok, c'était pas une bonne idée. C'est quand même plus agréable de dire qu'on a acheté un cadrage qui nous aura coûté quelques dizaines de milliers d'euros versus un projet à plusieurs centaines. Donc arrêtez-le tant qu'il est temps et vous lancez pas dans la tourmente si vous avez un cadrage qui vous a annoncé que c'était peut-être pas une bonne idée de le faire maintenant. Donc du coup, ce portefeuille d'investissement, il va être géré par cette équipe. Donc il faudra bien entendu instancier une équipe qui gère ce portefeuille. Donc là, à vous de voir en fonction de l'organisation de votre entreprise, mais on va trouver plutôt du top management. Et point important, de la même manière qu'on va limiter l'encours quand on fait du Kanban dans un projet, on va le faire aussi sur ce portefeuille. Et on va essayer d'éviter d'ouvrir trop de sujets à la fois. Donc on va dire que l'ensemble des demandes est relativement infini. Là, on proposait quelque chose. Tiens, on va regarder que les 10 top projets. Et puis par contre, on va se faire une contrainte, on va éviter de cadrer plus que 4 projets à la fois. Parce que finalement, les cadrages vont juste créer une pile de trucs prêts à être envoyés dans les équipes. Et si les équipes, elles n'ont pas une bande passante suffisante, ça ne sert à rien que je cadre 10 projets d'avance, quoi. Donc ça va être des chiffres qu'il va falloir trouver dans votre entreprise et essayer d'évaluer. Et puis ensuite, se dire à un instant T, pour garder un meilleur focus dans l'exécution de mes projets, je vais limiter aussi l'encours des projets que j'exécute à un instant T. Ça, c'est important. Vous avez une force de frappe, elle est plus ou moins stable.
utilisez-la sans trop la distraire, c'est-à-dire éviter de disperser complètement trop de projets à la fois dans l'entreprise, faites-en un, exécutez-le bien et vite, pour avoir le maximum de feedback et de focus de la part de l'entreprise. Il n'y a rien de pire que de demander à une équipe de faire 2 ou 3 projets en même temps. Globalement, on sait que ça ne marche pas, c'est une tentation qui est forte, mais il vaut mieux éviter. Donc, donner la possibilité aux équipes d'être concentrées sur un seul type de projet. Bon. Ça, aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre. On commence à avoir des retours d'expérience. On va pas se mentir, c'est pas sûr que ça doit se passer comme ça. Il y a plein de choses encore à tuner, à essayer de comprendre. On commence à aborder ces questions-là avec nos clients et on commence à avoir des retours dans la littérature de projets, d'entreprises qui ont fait ça. Il n'y a pas encore de vérité là-dessus, mais c'est ce qui semble se dégager et qui fait du sens. Troisième pilier, l'organisation. Donc on a vu les pratiques d'ingénierie, la méthodo, l'orga. L'orga c'est important parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a des patterns d'organisation qui supportent pas très bien le déploiement de l'agile. Et puis encore pire, il y a des patterns d'organisation qui passent pas bien à l'échelle. On sent que plus on grossit, plus ça va générer des problèmes. Ce que favorise l'agile, c'est assez simple. Vous l'avez déjà entendu, c'est les petites équipes. C'est les petites équipes pluridisciplinaires. L'idée fondamentale de l'agile, du Scrum notamment, de cette mêlée, c'est de dire, pour faire quelque chose, on va s'attacher à réunir l'intégralité des compétences nécessaires pour faire le produit. Et on va éviter que l'équipe soit trop grosse, parce que plus on est gros, plus on passe du temps à essayer de formaliser la façon dont on va communiquer, parce que ça devient compliqué de communiquer à beaucoup de personnes. Donc on va rester petit, parce que quand on est petit, on est plus souple, on interagit plus vite, on réagit plus vite, on se parle plus vite, on échange plus vite. Bref, on a un feedback plus rapide. On est capable de rentrer dans cette boucle de feedback de manière plus véloce. Bon, la question qui vient derrière, oui, mais c'est quoi la bonne taille de mon équipe? Alors, la bonne taille de mon équipe, c'est quoi? Vous avez peut-être déjà lu cette métaphore-là, la métaphore des two pizza teams. Donc, c'est la bonne taille d'une équipe, c'est si vous réussissez à nourrir une équipe avec 2 pizzas, a priori, vous avez la bonne taille. Si elle a encore faim, après les 2 pizzas, c'est soit que vous êtes aux États-Unis, que vous avez commandé des pizzas européennes, soit qu'elle est trop grosse. Et donc, voilà, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de rester sur une équipe qui voudrait dire donc... Alors, la littérature agile parle de 7 plus ou moins 2, donc entre 5 et 9 personnes. Ça, c'est plutôt le cœur de l'équipe. Donc, le cœur de l'équipe, c'est-à-dire les développeurs, le product owner, Scrum Master éventuellement, testeurs. Dans les faits, quand on commence à faire des projets un peu plus larges, l'équipe va plutôt frôler la douzaine de personnes. Alors la douzaine de personnes, ça veut dire que les autres profils seront moins plein temps. Donc on va avoir de l'intervention des ops, primordial, l'intervention de la user experience, très important également, mais rarement à plein temps. Des profils de type archi éventuellement, si vous avez besoin d'avoir des profils plus qui vont permettre d'avoir du lien technique entre les différents projets. Mais voilà, au-delà de 12, je vous le déconseille parce que ça va commencer à devenir vraiment compliqué d'interagir entre les acteurs. Donc une bonne équipe, voilà, 7, 9 pour le cœur de l'équipe. Le point le plus important en fait pour déployer l'agile à large échelle en termes d'orga, c'est de créer des équipes autonomes et responsables. Et les deux mots comptent, c'est-à-dire donner toute l'autonomie nécessaire à une équipe pour interagir, mais du coup lui donner la responsabilité qui va avec, parce que en fait c'est les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que si vous donnez de l'autonomie à une équipe mais qu'elle n'est pas responsable, globalement c'est super dangereux. Vous venez de créer des gens à qui vous n'avez pas donné de limite et ils vont partir dans la nature faire tout et n'importe quoi. Et si vous êtes responsable mais pas autonome, globalement vous avez puni quelqu'un en lui disant bon bah t'es responsable, donc si ça merde c'est toi qui meurs, si ça réussit c'est moi qui gagne, et tout va bien se passer, mais de toute façon tu feras bien que ce que je te dirai. Donc là on a un problème, vous avez une mission mais pas la capacité à l'exécuter correctement, et dans le cas opposé vous avez une capacité à exécuter quelque chose dont vous êtes faiblement engagé à. Donc les équipes doivent être autonomes et responsables. Comment on fait ça? Alors on va voir qu'il y a des patterns d'organisation qui ne permettent pas facilement ce genre de choses-là. Déjà, on donne un sens à l'équipe, c'est-à-dire on lui donne une responsabilité, on lui dit voilà, vous en tant qu'équipe, vous pouvez vous organiser comme vous voulez votre backlog. Donc ça, c'est ce que permet la méthodologie, quoi. C'est-à-dire la méthode vous donne une capacité à être relativement autonome dans la constitution de l'équipe et dans la gestion de votre backlog. Et vous allez lui donner une mission sur un segment fonctionnel. Alors, il y a des segments fonctionnels, enfin des missions d'équipe qui sont plus ou moins difficiles que d'autres. On va parler des équipes orientées composants. Donc vous regarderez dans la nature des organisations qui font des projets IT,
y a ce qu'on appelle des component team. Alors une component team, c'est quoi? C'est une équipe qui est responsabilisée sur un élément, sur un composant de l'architecture de votre produit, de votre SI. Donc elle est responsable d'un ensemble de composants. Le front, le back, les échanges, un socle par exemple. Bon, ça marche bien, vous avez des gens qui sont ensemble, ils sont capables de travailler sur cet élément d'architecture et de répondre à des demandes. Alors donc, par exemple, on va prendre cet exemple-là, j'ai un backlog priorisé, donc la fonctionnalité la plus importante à réaliser, c'est celle qui est en haut, et je vais commencer à me dispatcher ce backlog entre les équipes. Donc quand j'ai une équipe orientée composant, je vais regarder, tiens, fonctionnalité 1, c'est une fonctionnalité très front, je vais la donner à l'équipe 1. Fonctionnalité 2. Allez, la fonctionnalité 2, en fait, dans cette fonctionnalité, il y a du front et il y a du back. Alors donc du coup, je vais la donner à l'équipe 2 et l'équipe 1. Ok. Fonctionnalité 3, celle-là, elle est vraiment compliquée en fait. Hein. Elle impacte pas mal de composants de mon architecture. Donc du coup, j'ai du front, j'ai de l'échange et j'ai du socle. Bon, j'ai pas de back, ça passe. Là, globalement, si on regarde bien ce qui se passe, vous sentez tout de suite qu'il y a une équipe, elle va se sentir un peu seule et elle va générer des choses un peu ennuyeuses. C'est que cette équipe 1 là, elle est très sollicitée si je cherche à dépiler mon backlog dans l'ordre dans lequel il était priorisé. Et les équipes 2, 3 et 4, elles vont commencer à attendre. Parce qu'en fait, elles ne pourront pas terminer leur tâche tant que l'équipe 1 n'aura pas fini la sienne. Donc l'équipe 1 devient goulot d'étranglement pour toutes les autres équipes. Ça c'est un premier impact. Le deuxième impact, c'est que, en fait, ce qu'on ne s'est pas dit là, c'est que tout à l'heure, quand on a voulu splitter la fonctionnalité 3, il a fallu qu'on fasse un petit peu d'analyse en se disant, tiens, dis donc, la fonctionnalité 3, là, il y a quelle équipe? Ah oui, front, c'est trivial. Échange, oui, ah mais non, il y a aussi le socle, parce qu'il a fallu que j'étudie ça pour savoir quelles sont les bonnes équipes pertinentes à impliquer. Donc on retrouve des éléments, normalement là ça commence à vous rappeler quelque chose, des éléments un petit peu de gestion de projet ancienne école, j'ai envie de dire. Des points de contention dans ce process, on doit faire une analyse en début de projet, puis ah oui mais là en fait on a un dernier point de contention encore, c'est que du coup là on attend tout le monde et à la fin en plus il faut tester que tout ce qui a été produit par toutes les équipes va bel et bien s'emboîter les uns dans les autres pour pouvoir faire une fonctionnalité cohérente et consistante. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que on est en train de refaire un cycle en V à l'intérieur d'un projet et de recréer une forme de bureaucratie dans le process qu'on avait réussi à ne plus avoir en travaillant en agile. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Est-ce que ça, c'est pas de l'agile ou pas? En fait, si, individuellement, les équipes sont plutôt agiles, elles travaillent dans un modèle agile, mais en fait, ces équipes composants, quand elles interagissent les unes avec les autres, elles font quelque chose de pas très agile. Elles deviennent des points de contention, en fait, dans le processus, et vous avez des espèces de deadlock de planification affreux qui font que vous n'allez pas pouvoir planifier au sens business du terme ce que vous auriez aimé, juste parce que y a des équipes qui ne pourront pas suivre la priorisation business que vous vouliez. Il y a donc à cet anti-pattern un pattern qui est plus favorable, qui est celui des feature teams. Donc les feature teams, c'est quoi? C'est des segments fonctionnels qui sont dédiés à une équipe et l'équipe va pouvoir, de manière autonome, adresser l'intégralité de la fonctionnalité qui est demandée. Donc l'idée du découpage organisationnel n'est plus la même, c'est-à-dire on ne confie pas une portion de l'architecture du SI ou du produit à une équipe. Non, en fait, on lui détache un ensemble fonctionnel. Donc de la vente sur un certain type de produit ou que sais-je, d'autres typologies de services à une autre équipe, etc. La conséquence de ça, c'est que bien entendu, on va pouvoir commencer à dispatcher le backlog de manière plus souple, en accord avec la priorisation business, mais ça sous-entendra que ces équipes soient certes pluridisciplinaires d'un point de vue technique, mais aussi la capacité à adresser l'intégralité des composants logiciels de votre architecture, SI ou projet. Donc ça veut dire que ces équipes, elles vont pouvoir manipuler l'intégralité des composants. Là où avant une équipe était égale à un composant, maintenant on va avoir une équipe capable d'adresser le composant A, B, C, D. Et donc va gagner plus de vélocité, de souplesse dans sa capacité à exécuter en ayant accès à tous les composants du SI. Donc là normalement, vous me dites, ah ça a l'air sympa ce truc, mais quand même, c'est pas un peu dangereux? 3 petites gouttes de sueur. Alors oui, bien entendu, ça peut être dangereux si vous n'y mettez pas un contrepoids. Donc si on va dans ce typologie d'organisation, on a des feature teams qui vont avoir des segments fonctionnels qui leur sont dédiés. Mais ces feature teams, si vous ne voulez pas mettre à mal l'intégrité du SI, il va falloir qu'on retrouve des gens qui vont être en charge de se coordonner autour des composants qu'elles manipulent. On va créer ce qu'on appelle des communautés de pratique. Donc les communautés de pratique, c'est quoi? C'est des organes transverses dans lesquels les différents membres de la feature team vont se retrouver entre eux et vont échanger sur ce composant. Donc tiens, ce composant de l'architecture, on va peut-être avoir une feature team échange par exemple, qui va discuter autour des différents composants dédiés à l'échange et dire voilà, en ce moment on a tel type de demande qui commence à arriver,
arrivé, je pense qu'on est en train de refactorer bizarrement le composant, il faut qu'on échange et qu'on le retravaille. Tiens, moi j'ai fait ça en ce moment, je vous propose de bénéficier de ces nouvelles pratiques, c'est plutôt des bons tuyaux, d'accord. Je pense qu'on va devoir planifier dans le prochain trimestre un chantier de refactoring ou d'installation d'un nouveau produit ou d'une nouvelle version de la plateforme, etc. Donc, primordial d'avoir des communautés de pratique. Est-ce que vous pourrez éviter les équipes orientées composants? La réponse est non. Globalement, il y a certains éléments de votre système d'information que vous ne pourrez pas, dont la responsabilité ne pourra pas être éclatée cross feature team en fait. Comment on sait si oui ou non une équipe peut devenir une composante team? Toujours dans Safe, il y a ce schéma-là que j'aime bien utiliser. Il dit la chose suivante. Il dit voilà, en Apsys, on a le nombre d'équipes qui utilisent ce composant. Donc en gros, est-ce que ce composant est consommé par beaucoup de gens dans l'entreprise? Et puis en ordonnée, en fait, il y a la spécialisation, enfin le degré d'expertise nécessaire pour manipuler le composant. Du coup, la question est simple. Dans la majorité des cas, vous pouvez faire de la feature team, mais dès lors où le composant est très très utilisé, sous-entendu, le SLA attendu par l'équipe en charge de ce composant est fort. Vous avez un engagement de rendre un service fort, ce produit doit jamais s'arrêter, jamais tomber en panne. Vous aurez sûrement envie de créer une équipe orientée composant là-dessus. Si en plus ce composant est très 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 spécial en termes d'expertise, il faut apprendre un nouveau langage, c'est un progiciel que sais-je, alors probablement que vous ferez une composante team. Dans la majorité des autres cas, une feature team équipée d'une communauté de pratique pourra faire le travail. Ce qu'on lit dans la littérature, c'est les ratios magiques, mais un 80-20, 70-30, voilà, c'est à peu près le truc. Globalement, évitez d'avoir trop d'équipes orientées composants parce que, en fait, il faut être éveillé à ce que ça a comme impact. Ça ralentit votre vélocité globale, c'est-à-dire que l'équipe sera accédée par plusieurs types de demandeurs, devra les prioriser et servira peut-être pas les demandes en corrélation avec la priorisation business. Donc, une équipe orientée composant, c'est pas mal en soi, c'est parfois entre guillemets un mal nécessaire pour avoir un bon niveau de qualité et de performance sur des composants critiques de l'entreprise, mais ça a un impact, c'est que ça réduit votre vitesse globale. Donc moins vous en avez, mieux vous vous portez. Maintenant, cherchez pas à tous les chasser, parfois c'est une nécessité, quoi. Dernier pilier, le product management. Alors je vais faire assez court parce que le temps va me manquer. C'est un point important en fait quand on commence à déployer l'agile à large échelle. La première chose qu'on cherche à faire, c'est à faire le produit bien, donc avoir des bons process, des bonnes pratiques pour réaliser un bel ouvrage. Très rapidement, la question qui se pose, c'est comment je peux m'assurer que je fais le bon produit. Donc en gros, pas un truc comme ça. Là, au premier abord, on dirait, mais bon. C'est important de se poser régulièrement la question de savoir est-ce que mon produit est le bon produit, est-ce qu'il répond bien aux attentes de mes utilisateurs. Ce qui se passe aussi, c'est que donc du coup on a une pensée qui devient moins une pensée projet mais plus une pensée produit, c'est-à-dire que mon produit il a une vie dans le temps. D'ailleurs j'ai une équipe qui va plutôt être stabilisée autour de ce produit-là, de ce service-là. Alors si on en a besoin, peut-être qu'on lui donnera plusieurs produits à sa responsabilité, cette équipe, mais en tout cas elle va suivre dans le temps ce produit et s'assurer que tout va bien. Et pour ça, on va avoir du coup une nouvelle posture qui va apparaître, c'est-à-dire s'assurer de sa bonne santé, de sa pertinence. Si j'essaie un petit peu de retracer dans le temps comment on a travaillé, en fait quand on a introduit l'agile, on a déjà travaillé sur les équipes de dev. Très bien. Les équipes de développement, donc développeurs, Scrum Master, Product Owner, se sont dit au fait, il faudrait quand même qu'on commence à s'intéresser sérieusement à ce qui se passe au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Il faut qu'on comprenne de mieux en mieux le métier. On a vu naître ce mouvement Product Owner, MOA Agile, etc. Très rapidement, on s'est dit ok, c'est bien de faire des itérations, mais il faut être capable de livrer souvent en production et très très vite, quoi. Et ça, c'est compliqué. Il faut vite qu'on aille causer avec les ops. Et on a vu arriver ces mouvements de type DevOps ou Continuous Delivery, c'est-à-dire cette capacité à livrer fréquemment et sans douleur. Très bien, ça a plutôt été à l'échelle de nos projets. Maintenant, si on essaie de prendre un tout petit peu plus de hauteur, en fait, on a d'autres types de questions qui viennent se poser aujourd'hui. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe avant juste la capacité à spécifier mon projet ? En fait, il y a une réflexion sur le product management, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce produit, que ça soit un produit interne pour les employés ou externe pour des clients. En fait, il va falloir qu'on se pose des questions. C'est quoi le segment de marché qu'on veut adresser? Pourquoi on le fait? Qu'est-ce que ces clients attendent? Quelles sont les métriques business qu'on pourrait suivre, etc. Et ça change beaucoup la donne, c'est-à-dire qu'on réfléchit plus juste dans un projet à qui on aura dit tiens voilà, fais ça, et puis à la fin on le met en prod et c'est fait, on n'y pense plus. Non, en fait, ce projet va continuer à vivre dans le temps et il va falloir essayer de voir quelles sont les métriques qu'on va suivre. Bien entendu, ça a une nécessité aval aussi, donc en amont la partie product management, mais pour prendre des décisions, il faut avoir des métriques qui sont au-delà de la mise en prod. Donc commencer à avoir une démarche orientée plus data, analytique. Ça, c'est des types de questions qu'on se pose plutôt sur une vue programme. Donc
je vais pas aller beaucoup plus loin sur le product management. La très bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodos qui commencent à se concrétiser autour de ces questions-là, qui sont on parle beaucoup aujourd'hui de Lean Startup. Alors je trouve ça bien mal nommé parce que en fait c'est toute cette dynamique de réflexion sur le product management s'applique pas uniquement au monde des startups. En fait, vous pouvez à l'intérieur de votre entreprise commencer à faire cette démarche qui dit quoi? Elle dit des choses assez simples. On n'a pas révolutionné non plus le monde du product management. On dit on va vérifier qualitativement en agile, c'est-à-dire par itération régulièrement on va vérifier la qualité du produit qui est livré, sa qualité au sens tiens, est-ce que c'est bien comme je l'imaginais, est-ce que c'est le produit en termes de fonctionnalité répond à ce que je voulais. Mais on va valider quantitativement les choses, c'est-à-dire qu'on va introduire de la métrique et on va dire ok, apparemment les users utilisent cette fonctionnalité. Ils cliquent sur le bouton, ils cliquent pas, ils vont pas sur ces pages, oui, non. Est-ce que je les enlève? Et on va avoir une pensée plus maigre et plus agile dans sa façon de construire le logiciel. Dernière étape, comment on y va? Bon, je vais redire ce que j'ai dit en introduction, j'ai toujours pas la formule magique, on va essayer de partager avec vous, en tout cas, les retours d'expérience qu'on a eu. Alors, le premier, vous allez me dire, ah, c'est un consultant, il était obligé d'écrire ça. Bon, alors, je l'ai écrit et j'étais pas obligé. Je pense très sérieusement quand vous commencez un projet de déploiement à large échelle, c'est-à-dire au-delà d'un seul projet, vous voulez vraiment diffuser ça dans votre entreprise, il faut mener un diagnostic. Il faut commencer à se poser des bonnes questions sur quelles sont les compétences que j'ai dans l'entreprise, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, est-ce que j'ai une orga qui est adaptée, qui n'est pas adaptée, quels sont l'état de mes process, l'état de l'adoption de l'agile, est-ce que mes équipes connaissent bien l'agile, est-ce qu'ils ne connaissent pas l'agile, est-ce que je vais avoir un gros ou pas gros problème de résistance au changement. Bref, prenez une photo. Alors elle sera forcément floue parce que vous allez continuer à avancer, mais prenez une photo, posez-vous des questions pour commencer à définir votre plan d'attaque, parce qu'en fait vous êtes réellement en train de faire un projet de gestion de changement, vous n'êtes pas en train de faire un projet agile, vous êtes en train de changer la façon dont vous allez interagir tous ensemble. Donc c'est primordial de commencer par un diagnostic. Deuxième point, faites-vous absolument, assurez-vous que le top management est impliqué dans ce projet, c'est-à-dire le support c'est bien, l'engagement c'est vraiment plus important. Encore une fois, ce projet, le fait de se lancer dans une démarche de déploiement de l'agile à large échelle, c'est très disruptif. En fait, ça va secouer très fort. Il faut être prêt à ça. Et il faut être du coup supporté par l'équipe du top management qui va vraiment être là, impliquée dans ce projet de transformation. Donc, préparez-vous à ce que ça secoue, parce que ça secouera. Il y aura des moments donnés où vos projets vont avoir du mal à délivrer, parce qu'au tout début, ça va semer pas mal de bruit dans la façon dont vous allez vous organiser, mais c'est pour pouvoir aller plus vite plus tard et bénéficier de l'agile. Donc il faut vraiment être clair sur ça. Autre point important, bon, c'est pour les plus familiers de la gestion du changement, vous allez me dire ah ouais, c'est un classique, mais en fait si vous voulez changer, c'est qu'il y a une raison. Parce que si tout va très bien aujourd'hui, on reprendra un café ensemble après, mais faites pas de gestion de changement, ne déployez pas l'agile chez vous, ça sert à rien. Si vous le changez, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a des points que vous souhaitez améliorer. Votre time to market est devenu trop long, vous n'arrivez pas à exécuter des projets stratégiques très transverses, etc., etc. Pour ça, à l'issue notamment de cette phase de diagnostic, il faudra être capable de dire ce qui ne va pas et de partager ce sentiment d'urgence. C'est-à-dire que si l'ensemble des collaborateurs et de l'entreprise n'est pas OK, n'a pas compris pourquoi on veut faire ce changement-là et sent pas que c'est vraiment important de le faire, parce que si tout le monde se dit ouais c'est un truc, bon, dans 2-3 ans peut-être on verra quoi. En fait, je vous le dis tout de suite, commencez pas votre projet de changement, il n'y aura aucune énergie, ça va être très mou, ça ne se déploiera pas. Donc il faut qu'il y ait réellement quelque chose qui se crispe autour de ça, positivement, mais de se dire la vérité. On change parce qu'aujourd'hui on n'arrive plus à innover. On change parce qu'aujourd'hui le time to market c'est 1 an, alors que la petite start-up du coin, elle nous plie en 4 mois. Comment on fait? Oui, si on ne change pas, dans 2 ans, on va perdre la moitié de notre chiffre d'affaires. Ah oui. Donc là, il faut le partager, il ne faut pas avoir peur de dire les choses, et donc du coup d'avoir une énergie forte. En termes de démarche, c'est une démarche qui doit être top-down, on l'a dit, avec l'implication du top management, et bottom-up. En fait, il n'y a pas de formule magique dans ce truc. Vous ne pouvez pas décréter tout en haut, oui, c'est sûr, on va déployer l'agile. Allez, Shazam, c'est fini. Non, ça ne marche pas. Il faut vraiment aller dans les équipes, s'assurer que les équipes possèdent les pratiques. Rappelez-vous le pilier 1. Si les équipes ne le possèdent pas, si votre SI est ultra endetté, que les compétences ne sont pas au rendez-vous, vous n'avez pas de process automatisé pour les tests, etc., ça ne va pas marcher. Et ça, il faut le faire avec les équipes. Il faut apprendre aux équipes aussi à spécifier par petits lots. C'est disruptif. Quand on est product owner, la première fois qu'on fait des user stories, c'est bizarre. En fait, on fait des tout petits trucs là où avant on avait le temps de faire une grosse spec pendant plusieurs mois. Tout ça, ça s'apprend, et ça s'apprend sur le terrain, pas juste en disant on va faire comme ça. Et en même temps, on va introduire de la rupture dans la façon dont on va manager nos projets. On l'a vu avec le process de SAFe. Et ça se fait en top-down. Si j'avais un tips, je dirais, voilà, dans un de nos projets, on avait décidé de faire quelque chose de simple. On a dit, ok, on va éviter d'introduire trop de changements à la fois. On va déjà commencer par un changement. Et le changement a été simple. On a dit, ok, on va juste accélérer.
Alors pourquoi? En fait, on a juste décidé qu'au lieu de livrer une fois par mois, on livrait tous les 15 jours. Alors si chez vous c'est tous les trimestres, livrer tous les mois par exemple. Alors là, vous allez dire, mais tu penses pas, tous les mois, c'est complètement dingue. En fait, il va se passer un truc assez intéressant. À partir du moment où vous commencerez à essayer de travailler la livraison tous les mois, par exemple, mais en fait, tout le monde va devenir focalisé sur automatiser pour que la livraison ne devienne pas un problème, faire des stories suffisamment petites pour que ça passe à l'intérieur d'un mois, etc. Et de fil en aiguille, tous les corps de métier vont commencer à être impactés et vous allez commencer à travailler à l'amélioration de la taille de ce que vous allez introduire dans les wagons. Vous allez voir les wagons passer d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un tips. Point important en fait, déployer l'agile à large échelle, c'est aussi beaucoup une question de compétences, donc il ne faudra pas hésiter à investir et dans le recrutement et dans la formation des collaborateurs. Nous on aime bien cette image là de la compétence en T, c'est-à-dire voilà, on aime bien les collaborateurs qui sont très large bande, qui ont une grande culture générale, et puis par contre qui sont capables d'avoir une grosse expertise. Bon là c'est un plan de recrutement chez Valve, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des gens qui font des jeux vidéo. Bref, c'est les gens qui ont fait des jeux assez fins de stratégie où tout le monde se tue. Et donc voilà, eux ils disent quand on recrute des collaborateurs, on veut qu'ils soient capables de faire plein de choses, une bonne connaissance globale, et il faut qu'ils aient 1 à 2 sujets d'expertise très profonds. Et ça c'est plutôt bien, ça veut dire qu'ils vont pouvoir parler avec tous leurs collaborateurs et en même temps amener une grande réflexion, une grande expertise. Si on revient... Conclusion, si on revient sur les piliers, en fait, tout à l'heure je dis il y a 4 piliers, mais de notre point de vue, en fait, il y en a un 5e. C'est un peu tarte à la crème, mais c'est vraiment important. C'est la culture. En fait, déployer l'agile à large échelle, ça va amener du changement assez dans toute l'entreprise. Et si culturellement, et notamment dans la culture du management, c'est pas accompagné, en fait, vous allez pas réussir, vous allez plafonner en certains points dans le déploiement. Notamment, il va falloir travailler pour favoriser la collaboration. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il va falloir travailler peut-être à changer la façon dont les collaborateurs sont incentivés, ou les silos sont incentivés. En fait, si les silos sont incentivés à travailler en silo, ils ne vont pas favoriser le travail en transverse, en collaboration. Donc il faudra probablement repenser ça. C'est-à-dire essayer de penser de l'optimum local à un optimum plus global à l'entreprise, plus transverse pour favoriser cette collaboration. Il y aura, dans la plupart du temps, un point très douloureux, donner de l'autonomie. C'est-à-dire que là, on l'a vu sur des slides, mais dans la pratique, il y a quelqu'un à qui on dit « Vas-y, je te fais confiance, tu prends ce sujet et je te laisse l'exécuter avec ces équipes-là et tu es autonome pour le faire. » Ça, généralement, on tombe un peu dans les pommes au début. Donc il faut quand même se lancer et accepter que c'est possible. Dernier point qui est assez intimement lié à ça, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si en fait le droit à l'erreur n'est pas donné, en fait, alors attention, ça ne veut pas dire que c'est ok, allez-y, plantez-vous. Non, tu peux le planter une fois, refais pas 2 fois la même erreur, s'il te plaît. Donc ça c'est important, mais la première phrase est vraiment importante. C'est ok, te plante pas 2 fois de suite sur le même sujet, sinon ça va pas bien se passer. Par contre, c'est ok si tu te plantes. En agile, on dit fail fast, fail early. On dit voilà, essaie de rencontrer les problèmes le plus tôt possible. Si on veut se planter, on veut le savoir vite, quoi. On veut le savoir très très vite, et surtout ça doit être ok de se planter, parce que quand on se plante quelque part, on apprend quelque chose, et c'est dans cette dynamique de boucle